Cette semaine a eu lieu le tirage au sort des deux compétitions CAF à venir. Il s'agit de la Coupe de la Confédération et de la Champions League africaine, les deux compétitions majeures en Afrique qui vont démarrer dans quelques semaines. Et les deux clubs béninois qui seront engagés dans ces deux différentes compétitions sont fixés sur leur sort puisque le tirage au sort a eu lieu. Ils connaissent déjà leurs adversaires. Mais le souci, nous allons revenir, les Béninois ne pourront pas recevoir à domicile. Avant qu'on en parle, avant qu'on ne débatte sur cette question, nous allons suivre cet élément, le résumé du tirage au sort qui donne une situation voilà, sur les deux clubs béninois. So, let's start. El Kanemi Warriors of Nigeria. El Kanemi Warriors of Nigeria will play the first leg of the first preliminary round at home, and they will play against Dadje FC of Benin. Dadje FC of Benin. So the winner of this fixture will play against Aras Berkane in the second preliminary round, with Berkane playing the return leg of this second round at home. We will follow the same procedure for the rest of the teams. So let's. AS Douane from Burkina Faso. Will face Cotton Benin. Yes, Leopard from Congo. So for the second preliminary round, the winner of first one fixture, AS Douane Coton Benin, will face the winner of the second fixture, AS Leopard and Bluesdet of Algeria. The following two teams facing each other are Victoria United from Cameroon. Will play against Samatex from Ghana. The next one will play against Draja. And Draja will play against Garde de Niger. As Garde National, so the winner of also these two fixtures. Voilà, c'était à l'instant les deux tirages au sort des compétitions CAF. À noter que les deux clubs béninois engagés sont fixés désormais sur le sort pour la Coupe de la Confédération. Dadja FC jouera El Kanemi Warriors du Nigeria pour le premier tour préliminaire. L'équipe sortante jouera RS Berkane du Maroc. Dadja jouera son match à domicile au stade de Kégué à Lomé au Togo. Chérif Montcheoua, je ne sais pas, très rapidement, Dadja qui retrouve une compétition africaine. Dadja connaît déjà son club, on parle de El Kanemi Warriors du Nigeria. C'est un club qu'on n'a pas grande information sur ce club-là, mais vu les performances de Dadja cette année, cette saison en compétition ici au Bénin, est-ce que vous pensez que les joueurs de Dadja ont la chance de performer? Parce qu'il va falloir passer deux étapes, deux tours préliminaires avant d'entrer même dans les éliminatoires de la Coupe de la Confédération. Ouais, mais sur le papier, ouais, c'est possible pour Dadja FC quand même de maximiser les chances qu'il faut pour essayer de tirer son épingle du jeu pour pouvoir se qualifier. Après, c'est clairement toute autre réalité sur les deux jeux. On sait que les clubs béninois, les nôtres, ont tendance à nous décevoir, à nous ridiculiser, à nous servir n'importe quoi sur l'ère de jeu. On parle quand même de Warriors du Nigeria. Certes, on n'a pas grande information sur cette équipe, mais parlant du Nigeria,
Le niveau du foot au Nigeria comparativement à celui du Bénin est très. Il y a un gros écart entre on sait qu'il a un gros écart, mais est-ce que les Warriors du Nigeria, c'est l'une des grandes équipes parlant des clubs du Nigeria? C'est là l'interrogation. Après, je pense que sur le papier, peut-être on peut parler d'un peu d'équilibre, mais il va falloir à la JFC quand même de savoir l'enjeu. Parce que là, on parle quand même des compétitions CAF. C'est jamais facile, c'est une compétition hors du territoire. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ce match ne sera pas joué à Cotonou en termes de réception. C'est là la mauvaise nouvelle. Il va falloir aux autorités quand même compétentes de résoudre rapidement ce problème pour qu'on puisse, un temps soit peu, essayer de recevoir ces matchs à domicile. Parce que ça ne sert à rien de vouloir se qualifier pour des compétitions, pour des étapes sur des étapes et d'aller recevoir des matchs en déplacement. Ça semble très mal à l'oreille. Après, je pense que sur le papier, encore une fois, ça va être un match assez intéressant à la JFC avec son coach également d'avoir quand même les instructions qu'il faut. Il faut qu'on interdise aux joueurs de se promener dans les quartiers pour jouer les tournois de petits camps. Ça sert à rien parce que là, quand tu es un joueur et que tu t'attends, tu es conscient des compétitions quand même. La plupart des joueurs ont des contrats qui couvrent seulement la période de compétition. Donc, si pendant 4 mois, 3 mois, rester à la maison, ne rien faire, et que j'ai la possibilité d'aller jouer un tournoi de quartier pour me faire de l'argent, on ne va pas en vouloir à ces joueurs-là. Donc, je pense que cet appel-là, il faut le lancer à l'endroit des autorités compétentes du football, l'instance dirigeante du football béninois. Des tournois, oui, mais pourquoi tu vas jouer des tournois de petits camps? Moi, ça m'agace un petit peu parce que là, quand on entend un joueur se blesser et que, pas pour des investigations, on apprend que c'est des tournois de petits camps qui l'ont fait blesser, ça sonne très mal à l'oreille. C'est des comportements qu'on doit bannir, que les joueurs béninois doivent s'adapter, ils doivent bannir ces comportements de leur manière s'ils veulent grandir. Parce que là, il faut il faut soigner son image quand on veut quand même aller de l'avant. Voilà. Rappelons que Dadje FC jouera son match à domicile de l'autre côté du Togo. Vous recevez, mais vous déplacez. Et quand vous allez vous déplacer, vous irez encore au Nigeria. Ça fait 2 déplacements pour Dadje, ce qui s'annonce un peu compliqué. Mais la chance, c'est que ce n'est pas des pays qui sont vraiment loin pour le trajet qui pourrait vraiment coûter et qui pourrait revenir cher à cette équipe de Dadje. Oui, ça pourrait compter, mais après, l'environnement, c'est très important, hein, parlant de l'environnement, parce qu'on sait que quand ils vont recevoir à Cotonou, quand ils vont recevoir Général Mathieu Kérékou, il y aura plus de la foule, qui va beaucoup se maximiser. Quand vous allez recevoir des matchs peut-être au Nigeria où les gens parlent un autre langage que vous, ça pose un problème. Est-ce qu'il aura le même engouement? Certes, c'est à Lomé, c'est juste à côté, mais je ne pense pas que je pense que ça déséquilibre, ça désavantage un petit peu les clubs béninois. Qui dit le Togo, dit le Bénin, nous sommes des pays frais, peut-être qu'on aura du soutien de l'autre côté du Togo, voilà. Avec vous, Roland Bédier, nous allons parler des Coton Boys de Ouidah. Ils joueront leur tour préliminaire de la Ligue des Champions à CAF contre AS Douane du Burkina Faso, et le qualifié de cette double confrontation jouera le vainqueur du match qui opposera AC Léopard du Congo et CR Belzouidad de l'Algérie. Alors, Coton également, puisque nous n'avons pas toujours de stade homologué, Coton va jouer à domicile de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. La même question, je vous la pose, comme celle de Chérif Montier. On va vous penser que les Coton Boys, quand on connaît l'histoire de AS Douane, qui fait partie des clubs les plus titrés, voilà, de l'autre côté du Burkina, est-ce que vous pensez que les Coton Boys ont la chance de performer dans cette campagne des préliminaires de la Ligue des Champions CAF? Malheureusement, Coton n'a pas cette histoire que vous venez de le dire. Et AS Douane du Burkina, c'est un club qui a fait aussi, qui a un nom dans ce championnat. Un ancien club qui, normalement, oui, qui est en passe de 2, ça fait 2 doublés, 2 championnats d'affilée. Donc, tout comme Coton aussi qui vient de faire 3 passes d'affilée. Coton, visiblement, je vois que, bon, le malheur est un peu épaillé, parce qu'avant, c'était avec la SEC Mimosa d'Abidjan qui, pendant 2 ans, nous a créé d'énormes difficultés.
Mais pourquoi Quand- vous quand- dites quand le on sait malheur? que- Vous voulez dire que la SEC Mimosa, c'est un cran au-dessus de AS Douane? Bon, je ne dirais pas forcément qu'ils sont épargnés, hein, c'est une hypothèse, mais aujourd'hui, on sait que l'équipe AC Mimosa, durant 2 années, nous a créé des problèmes. Pour cette fois-ci, pour la compétition de cette année, ça a changé un peu. Ce n'est plus AC Mimosa, c'est AS Douane de Burkina. Donc, je pense que l'équipe a visiblement changé. Et j'aurais même appris que Coton avait joué un match amical il y a de cela 2 ans contre cette équipe à l'extérieur. Donc, visiblement, il maîtrise un peu cette équipe. Le problème est que, vous savez, quand on parle de ces anciens clubs, c'est des clubs de gros moyens. C'est des clubs qui ont tellement de maîtrise, qui ont tellement d'expérience. Ce qui va beaucoup jouer sur Coton, c'est vrai. Bon, Coton, ça fait 3 championnats. Coton a les moyens aujourd'hui. Coton a les joueurs, capables et comment dire, qui ont tellement de qualité, qui peuvent rivaliser véritablement. Selon les rumeurs, je ne sais pas si c'est confirmé, mais après mon enquête, je pense que c'est confirmé. Le buteur de Coton a signé de l'autre côté de la Côte d'Ivoire avec ASEC Mimosa d'Abidjan, Romaric. Pour le moment, ce n'est pas officialisé. Je sais qu'il est en test avec cette équipe, visiblement, mais jusqu'à présent, rien, il n'y a pas une note publiée ou bien une lettre officiellement publiée par le club qui stipule clairement que Romaric a signé. Donc on attend toujours pour avoir une lettre officielle. Toujours est-il que Coton aura fort à faire. Maintenant, ce qui est un peu marrant est que, bon, on avait discuté de ça sur ce plateau la fois dernière, les joueurs ont un contrat limité qui ne court pas forcément toute la saison. Ils sont en vacances maintenant, une vacance de près de 2 à 3 semaines. Quand est-ce qu'ils seront en regroupement pour jouer ces 2 confrontations-là? On ne sait pas encore. Maintenant, de l'autre côté, c'est des clubs à gros moyens, des clubs qui sont toujours en compétition, qui font des entraînements, qui travaillent toujours. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chérif vient d'énumérer un aspect qui est très important. La plupart des joueurs béninois jouent aujourd'hui dans les compétitions de vacances. C'est déplorable. Est-ce que ces joueurs qui vont jouer contre AC Douane ne sont pas pour le moment en train de jouer dans les petites compétitions, dans les vents de Cotonou, un peu partout? Oui, c'est la question qu'on se pose. Hein. Alors, il faut rappeler aussi que AS Coton ne pourra pas jouer, ne pourra pas recevoir à domicile. Et là, c'est très triste hein, pour le football béninois. AS Cotonou qui va recevoir de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Une parenthèse, hein, le capitaine de AS Cotonou, non, voilà, le capitaine de Coton FC, j'allais dire, hein, Coton FC qui va recevoir de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, le capitaine de Coton FC qui s'est marié cette semaine. On lui dit félicitations. Et il y a une rumeur qui circule concernant un international béninois. C'est pas encore confirmé, mais ils sont pour parler. Ce qu'on a lu sur les réseaux sociaux, il s'agit de Andrea Rontondi qui est en pourparlers avec Burnley, un club qui a joué la première division l'année dernière, mais qui est relégué en deuxième division. Et si c'est des rumeurs, certes, hein, ils sont en pourparlers, comme je le dis, mais s'il arrivait que ce contrat-là soit conclu. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle? C'est un cap qu'a franchi Andrea Rontondi. Ouais. Bon, en Angleterre, ouais, c'est pourquoi pas une bonne nouvelle si cela s'officialisait. Oui, très bonne nouvelle de voir quand même un international béninois évoluer en Angleterre. Après, le championnat anglais n'a pas souvent été une bonne chance hein, pour le parcours des Guépards du Bénin. Le dernier en date, c'est Stéphane Sessegnon qui a quitté le Paris Saint-Germain, qui était annoncé dans des gros clubs comme Arsenal, Chelsea, etc. et qui finalement est derrière à Sunderland. Il passe quelques années, on avait peut-être l'impression qu'il allait peut-être passer un cap. Il disparaît et puis les dernières nouvelles, c'est West Bromwich. Après West Bromwich, notre capi, on ne l'a plus vu sur la scène. Il disparaît, tantôt Montpellier, tantôt Chypre, et puis c'est comme ça qu'il a disparu de l'écran. Donc j'espère que pour Andrea Rontondi, si cela s'officialisait, ce serait une bonne nouvelle. On va prier pour lui et que lui-même davantage qu'il puisse travailler, s'exercer véritablement pour passer un cap. Et passer un cap, c'est quitter peut-être voilà, ce club Burnley
grandi en allant peut-être à Arsenal ou à City, parce que ça fait très très longtemps, hein, voir un guépard du Bénin au plus haut niveau, il y a très longtemps. Certes, on a eu Michael Pouté qui a été pratiquement le seul qui a joué la Ligue des Champions avec un club de Turquie, là, donc j'oublie le nom. Donc on veut voir quand même un international béninois au plus haut niveau. Espérons bien sûr qu'Andrea Rontondi fera peut-être... sera peut-être le premier à franchir ce cap. Voilà, Andrea Rontondi qui est un joueur appartenant à Caen, mais il était prêté, il était en prêt à Rodez, mais il est revenu de son prêt. Il faut dire qu'il n'y a pas Bernley seulement qui veut s'offrir les services de l'international béninois. Il y a Brest et il y a Saint-Étienne aussi qui a besoin, qui veut voilà, de Andrea Rontondi. Vous pensez que peu importe dans l'un de ces clubs-là où il aurait signé, ça serait un cap franchi par l'international béninois? Voilà. Oui, c'est vrai. Parlant de ce joueur, ça ne m'étonne pas et ça ne étonnera personne en tant que béninois parce qu'il a fait une bonne prestation à Rodez. Il a été même le meilleur buteur dans ce club. Il a été prêté même. Il n'est pas sous contrat officiellement dans ce club. Donc, il a fait une bonne prestation. Je pense qu'aller en Angleterre, oui, parce que là-bas, vous savez, la première ligue, c'est une ligue vraiment, c'est un championnat très compétitif. Donc, il aura le temps de beaucoup travailler là-bas, beaucoup de travail, parce que ce qui manque véritablement aux joueurs béninois et qui ne travaillent pas individuellement. À part les trucs là, l'effort fourni dans le club, il faut qu'ils travaillent parce que quand je joue, j'ai toujours dit ça ici, quand je joue dans une équipe ou bien dans un club un peu moins, la nouvelle truc, la destination, ça doit être un club qui a un peu plus haut. Vous voyez un peu. Donc, ce qu'on n'a pas forcément constaté de la part des joueurs béninois, je pense que ce joueur, on lui souhaite toutes les chances. Je pense que de l'Angleterre, il va aller dans un autre club. En tout cas, notre souhait est que c'est pour parler la puisse aboutir afin que Andrea Rontondi puisse retrouver un club du haut niveau. Pourquoi pas en Première Ligue? C'est sur ces informations que nous fermons la première rubrique de votre émission et nous ouvrons la deuxième. Il s'agit de Tour d'Europe. Je le disais à l'entame de cette émission, la Copa América a connu son épilogue, l'Euro également a connu son épilogue, l'Espagne sacrée championne d'Europe, l'Argentine également sacrée championne de l'Amérique a remporté la deuxième fois d'affilée la Copa América avec la complicité de la réalisation. Nous allons suivre très rapidement le résumé de la finale qui opposait l'Espagne à l'Angleterre. Vindt hij Nico Williams en het is 1-0 voor Spanje. Williams. Schot van afstand. Goal! Even open. Ja, 2. Zal er uiteraard nog worden gekeken op. Champion d'Europe pour des moments. Le stade olympique de Berlin qui a accueilli cette belle finale qui a conclu cet Euro 2024. De l'autre côté de l'Allemagne, l'Espagne sacrée championne d'Europe pour la 4e fois de son histoire, qui devient la nation la plus titrée d'Europe. Roland Bédier, très rapidement, vos impressions sur le parcours de l'Aurora durant cet Euro. Je pense que la meilleure équipe a gagné cet Euro, visiblement, parce que l'Espagne a écrasé tout sur son territoire depuis le premier match contre la Croatie, où la Croatie de Modric, où ils avaient gagné 3-0. Ils avaient d'ailleurs gagné les 3 matchs de poule. Visiblement, ils ont tout gagné, tous les matchs. C'est une équipe, je dis, formidable, impressionnante de cette compétition. Une équipe avec 2 jeunes flèches qui sont tellement, comment dire, explosifs, rapides, et qui sont prêts à casser tout, qui sont prêts à te créer des problèmes dans ta surface de réparation, comme l'ami Yamal et l'autre, la Nico Williams. Donc je pense que la meilleure équipe a gagné. Bon, et malheureusement pour l'Angleterre, que nous souhaitons véritablement qu'elle gagne, parce que vous savez bien, depuis 1958, cette équipe n'a plus gagné une compétition continentale, une grande compétition. On voulait forcément pour Bellingham, pour Harry Kane, qui aussi malheureusement n'a rien gagné. Je pense que le coach
Gareth Southgate n'a pas pu véritablement trouver la meilleure façon ou bien le meilleur système. Parce que quand tu as des individualités comme Bellingham, Kane, Saka, des joueurs de haut niveau, d'une grande classe, donc il faut forcément chercher un système dans lequel tu vas mettre ces joueurs facilement parce que je ne peux pas dire sur ce plateau que l'Espagne a plus de qualité que cette équipe anglaise, Judas. Je ne peux pas dire ça. Citez-moi deux joueurs d'Espagne aujourd'hui qui ont plus de qualité que les joueurs anglais. Je ne pense pas. Les joueurs anglais, c'est les joueurs qui jouent dans les grands championnats. C'est les joueurs qui jouent pratiquement en Angleterre. Vous connaissez bien cette première ligue. L'Espagne, c'est le tiki-taka. Un tiki-taka un peu modernisé au Real. Un peu modernisé parce que ce n'est plus aujourd'hui où l'Espagne est prête à garder le match pendant, le ballon pendant 15 minutes, 20 minutes. Non, c'est vrai, il y a cette pression-là. Il y a cette possession-là. Mais il y a aussi ces deux flèches-là, ces joueurs-là, les deux petits, qui sont vraiment rapides, qui rapidement peuvent tirer, peut créer des dangers dans la surface. Donc, il faut ça là aujourd'hui. Ça doit apprendre forcément aux entraîneurs, aux coachs, qui n'ont pas cette culture de créer un environnement, de créer un système capable de conduire des joueurs, capable d'engranger des victoires. Félicitations à cette équipe espagnole. Voilà, Chérif Montier, voilà les propos de Roland Bédier sur ce parcours et sur cette belle prestation de l'équipe d'Espagne. Il faut dire que l'équipe d'Espagne a fait un sans faute. Hein, je crois que c'est 6 matchs ou 7 matchs. C'est 7 matchs. 7 victoires et lesquelles, après avoir battu la Croatie, l'Italie, l'Allemagne, la France et maintenant l'Angleterre, rien que des nations qui étaient préposées à ce Graal-là, à ce trophée de l'Euro 2024. Alors, vous, très rapidement, quand vous voyez le parcours de l'Espagne, c'est historique puisque je ne pense pas qu'il y a aucune nation qui a réalisé un 7 sur 7 pendant une compétition. Voilà, c'est l'Espagne qui réalise cette performance-là. Et quand vous voyez les nations que l'Espagne a sorties de son chemin, vous, ce parcours-là vous inspire quoi? Non, mais l'Espagne a réalisé 7 sur 7, oui, sur cette compétition. Mais il y en a eu d'autres équipes qui l'ont fait, même dans des périodes de Coupe du Monde. On en connaît des équipes. Après la finale de cet Euro, moi je dis bravo aux Espagnols. Le football espagnol est peut-être de retour. Parce que là, on se rappelle, en 2008, ils étaient champions d'Europe. 2 ans après, champions du monde. Et puis 2 ans après, champions du monde. Donc, champions d'Europe. 2 ans après, c'était... Champion d'Europe. Oui, champion d'Europe en 2012. Donc, ça fait très longtemps qu'on a revu les Espagnols à ce niveau de la compétition. Après, moi, les Anglais m'ont déçu un peu parce que là, il s'agit de la finale. Une finale que vous avez... un trophée que vous avez gagné il y a très très longtemps. Je n'étais peut-être pas né. Depuis que vous n'étiez pas né. Les Anglais ont remporté ce trophée. Maintenant, quand tu as des individualités autant sur l'aire de jeu, ben, il faut que le coach ait quand même le discours absolu qu'il faut pour pouvoir motiver ces joueurs-là. Bon, je ne m'en prends pas forcément au coach, mais après, il y a eu des joueurs qui m'ont déçu. Des joueurs comme Harry Kane qui ont manqué de réalisme. À un certain moment donné, Southgate était obligé de le sortir pour faire entrer un autre attaquant. Et rapidement, ça a payé. On a vu l'égalisation des Anglais. Après, sur le deuxième but, je m'en prends au défenseur là, qui, sur l'action. Voilà, Stone qui couvrait l'attaquant espagnol. Mais je ne sais pas pourquoi il a été un petit peu timide. C'est-à-dire qu'il hésitait ou alors il se posait la question de savoir si l'Espagnol était en position de hors-jeu. Mais à cette étape-là, en finale, à ce niveau-là, en tant que dernier défenseur, mais tu n'as qu'à le botter ce ballon. Tu le laisses aller, le mec aller doucement se rapprocher de Pickford, de la carte de Pickford, et puis il fait la différence. C'est dommage, c'est décevant. Sur le deuxième but, j'ai été un peu déçu par la prestation de Stone. Après, les Anglais, depuis des années, ouais, ils ont été comme ça. Hein. Ils ont été comme ça sur des grandes compétitions. Ils ont souvent déçu. On a souvent applaudi le championnat anglais. On les a toujours pris comme le meilleur championnat d'Europe. C'est la deuxième finale des Anglais. De suite, hein, oui, qui viennent de perdre. Donc, mais au lieu de parler de ce manque de chance-là, s'il faut le dire, il faut parler au moins de leur constance. Hein, parce qu'on a vu ça avec l'Argentine qui a enchaîné des finales à la Copa, qui a enchaîné une finale de Coupe du Monde, mais qui n'a pas été chanceuse. Hein. Est-ce que ce n'est pas le cas avec les Anglais? C'est vrai qu'il y a du talent, il y a des joueurs qui sont là, mais c'est bien de souligner, de notifier cette constance-là que cette équipe anglaise a en compétition. Il est vraiment difficile hein, de parler de chance, parce que là, quand vous voyez l'équipe en face,
les Espagnols, vraiment, depuis le début de la compétition, c'est vraiment une équipe à rouleau compresseur. Moi, quand j'ai suivi le premier match, j'ai dit, hop, attention, comparativement aux autres équipes, moi, je m'attendais aux Espagnols sur le match d'Allemagne. C'est vrai que sur l'Allemagne, il y a eu des histoires polémiques, des erreurs d'arbitrage avec des pénaltys qui auraient pu être sifflés pour la nationale Mannschaft. Hop, ils sont passés, même sans aller au tir au but. J'ai été un peu surpris par la prestation espagnole. Après, je me suis dit, ouais, bon, attention, ils sont passés face aux Allemands, on attend face à l'équipe de France. Et hop, la France commence. La France marque un premier but grâce à une passe de Mbappé et Colomani qui transforme le but. Je dis, hop, les Français sont bien partis. Ils égalisent avec une frappe surpuissante. Et après, Jules Koundé, c'est lui qui devient le fautif. Et là, les Français prennent le deuxième but. En face, il a une équipe quand même qui est assez cohérente. Une équipe en même qui est assez exceptionnelle. Quand les Anglais ont égalisé le but hier, je me suis dit, hop, à défaut de tout, ils iront aussi au tir au but. Et hop, les Anglais commettent une erreur et ça paie cash. Je me dis, les Espagnols, franchement, ils ont été étincelants. Voilà. Une équipe à réaction, s'il faut le dire. Vraiment, ils ont été très solides durant toute cette compétition. Et il n'y a eu pratiquement aucune équipe pour défier cette équipe espagnole. Bilan, l'Espagne remporte son 4e trophée continental, l'Euro. Voilà, et très rapidement, bilan, Bédier, j'allais dire, vous allez faire le bilan de cet Euro. Qu'est-ce que vous retenez? Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a 28 joueurs qui sont sortis du banc. Il y a des confrères de TF1 qui l'ont dit. Il y avait 8 joueurs qui sont sortis du banc et qui ont changé le cours du jeu. C'est-à-dire, ils sont sortis du banc et quand ils sont entrés, ils ont marqué. Et c'est Cole Palmer hier, par exemple, qui est sorti du banc. Lui était le 27e joueur. Et il y a celui qui a mis le 2e but espagnol, lui aussi, qui était sur le banc, qui est entré en jeu, qui a mis ce 2e but, qui a qualifié, qui a donné voilà, le titre à l'Espagne. Très rapidement, quel bilan général, global faites-vous de cette compétition? Je pense que déjà, au niveau des jeunes joueurs, on a vu qu'il y a des joueurs qui ont, comment dirais-je, qui se sont révélés, montré leur talent, comme vous l'avez dit, et des remplaçants qui ont marqué, qui ont aidé véritablement leur équipe à se qualifier, à gagner le match. Donc, c'est ce à quoi nous invitons les coachs. Il ne faut pas toujours, comment dirais-je, compter sur les anciens. Il faut toujours essayer de mettre de 109. Il faut toujours essayer de tenter la chance aussi, d'essayer de faire remplacer aussi des joueurs qui sont au banc, des jeunes joueurs. Vous avez vu avec l'Espagne où ces 2 jeunes joueurs qui n'ont même pas, l'autre a 17 ans le samedi passé et l'autre aussi a 21 ans, des joueurs très jeunes qui ont vraiment marqué cette compétition. Donc c'est ce à quoi on invite aujourd'hui les entraîneurs. Il faut toujours tenter. Il ne faut jamais sous-estimer des joueurs. Donc je pense que globalement, c'est vrai, on n'a pas eu forcément cette intensité dans le jeu comme, ne me dites pas sur ce plateau que je fais une comparaison longue comme la Coupe d'Afrique où nous avons des matchs qui y a des retournements de situation. On n'a pas eu ça parce que les matchs de poule n'ont pas forcément montré l'image d'une compétition européenne. Mais c'est à partir des matchs à élimination directe qu'on a commencé par constater un peu, voir un peu des trucs là, des densités véritablement au niveau de tous les compartiments du terrain. Donc, visiblement, nous avons la meilleure équipe qui a gagné, qui n'a fait véritablement rien que des jeunes joueurs. Qui n'avait que des jeunes joueurs. Lamine Yamal qui a été nommé jeune joueur de cette compétition. Rodri qui a été nommé meilleur joueur de cette compétition. Dani Olmo qui a été nommé meilleur buteur de cette compétition avec 3 buts seulement. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui avaient 3 buts, mais vu qu'ils étaient éliminés, alors le trophée de meilleur buteur a été donné à Dani Olmo. Vous, très rapidement, Chérif Montimoua, quel bilan? Qu'est-ce que vous retenez de cette compétition? Personnellement, je retiens 3 choses de cette compétition. Je retiens la première des choses, l'incapacité de Kylian Mbappé, qui a été nul. La deuxième des choses, je retiens l'ennui. C'est-à-dire, on s'est beaucoup ennuyé lors de cette compétition. C'est-à-dire que
les Européens sont tellement habitués aux compétitions, la Ligue des Champions, les championnats, etc. On s'est tellement habitué on va pas dire que les stars sont venus dans la compétition trop fatigués. Ce qui fait que globalement, on a eu des matchs, on a eu beaucoup d'ennuis, on a été un peu fatigués. On va pas dire que l'Euro est en dessous de la Coupe d'Afrique des Nations, mais bon, sur ces 2 dernières éditions, si je veux dire, l'édition de cet Euro et l'édition de la Coupe d'Afrique des Nations, selon vous, il y a eu quelle est cette compétition-là qui a j'irai pas jusque-là. J'irai pas juste pas comparer l'Euro à la Coupe d'Afrique des Nations. Non, c'est pas une comparaison, mais je parle de ces 2 éditions-là où il y a eu plus d'attractivité. Bon, peut-être en termes de fête, en termes d'engouement, on peut mettre la Coupe d'Afrique des Nations peut-être devant. Mais en termes de jeu, en termes de style, en termes d'impression, on a été un petit peu déçus par la prestation des stars européennes. La troisième des choses que je retiens, c'est l'élimination italienne. C'est les Italiens qui sont championnes d'Europe. L'équipe d'Italie est tenante du titre et qui a été éliminée très rapidement dès le 8e de finale. C'est des points vraiment, des points sur lesquels on peut peut-être revenir. Les Italiens nous ont déçus. C'est vrai que le football italien, depuis des années, ça reconnaît un peu, ça évolue un peu en dents de scie. Tantôt, même pour la qualification à l'Euro, les Italiens ont eu beaucoup du mal à se qualifier. On se rappelle lors de la qualification rocambolesque face à l'équipe de la Croatie. Et puis hop, dans la compétition, ils se sont fait battre d'entrée par les Espagnols. Après, ainsi de suite, ils sont rentrés à la maison dès le 8e de finale. Voilà. Et l'autre point peut-être sur lequel on peut peut-être revenir, dont j'en parlais tout à l'heure, c'est Kylian Mbappé. Mbappé qui conduisait l'équipe de France depuis des années. Vous allez voir, depuis 2018, c'est lui quand même qui portait cette équipe à aller très très loin. Et dès qu'il n'est pas en forme, ça ne marche pas. Même la dernière compétition de la Coupe du Monde qui a été jouée récemment face à l'Argentine, on a vu comment il a porté cette équipe. Omniprésent, c'est lui qui a ramené les 2 partout. C'est lui qui a d'ailleurs marqué, jusqu'à marquer les scènes de tir au but pour l'équipe de France. Et hop, dans cette compétition, il a été un peu nul. On se demande si c'est peut-être le fait de lui confier trop de responsabilités qu'il a peut-être affaibli mentalement. En début de compétition, Mbappé a été légèrement touché, ce qui lui a contraint à porter un masque, ce qui peut-être a gêné son jeu. Bon, ce n'est pas une excuse, faut dire, moi je soutiens les propos de Chérif Montier. Mbappé a été vraiment décevant dans ces taureaux. À part l'Euro, il y a aussi la finale de la Copa América qui s'est jouée entre l'Argentine, tenante du titre, et la Colombie de James Rodriguez. Score final 1-0 en faveur des Argentins qui ont conservé leur titre. Et la seule déception, c'était de voir Messi blessé, sorti, laissant ses coéquipiers sur le terrain. Et on a vu un Messi assis sur les bancs en larmes avec la complicité de la réalisation. Nous allons suivre le résumé de ce match. Le qui lui met. Sur la cheville. Ce coup-là, avec le face-à-face. Paredes, Celso en une touche. Et là. Et voilà, de son leader Maximo, statut de favori, emmené par... L'Argentine, sacré champion d'Amérique du Sud pour la 2e fois d'affilée. L'Argentine qui conserve son titre de champion d'Amérique du Sud. Roland Bédier, un mot très rapidement sur cette Albi-Céleste. Oui, c'était bien entendu. Et je pense que cette équipe, ça fait une part de 3. Copa, Coupe du Monde, Copa. Bravo à cette équipe qui est toujours portée par qui? Messi, l'un des meilleurs du monde. Et je dis bravo, bravo parce que l'Argentine est le grandissime favori de cette compétition. Ça n'étonne personne. Et quand c'est d'une continuité ainsi, je pense que ça encourage tout le monde. On voit qu'il y a des joueurs dans cette équipe qui, visiblement, au début, n'étaient pas performants. Mais quand vous jouez avec le meilleur, Messi qui est là, on sait qu'il fait du bien. C'est un joueur qui joue bien, c'est un joueur qui, partout, il passe, il s'impose. On a oublié de faire comme lui. Donc, je pense que c'est en réalité la solidité collective de cette équipe. On souhaite que ça soit continuer. Voilà. Alors, Chérif, la question que moi je m'avais vous poser, est-ce que avec ce titre que l'Argentine a remporté dans la nuit d'hier à aujourd'hui, on pourra dire que Scaloni est le meilleur coach en sélection, pas en club et autres, mais le meilleur coach en sélection dans le monde?
Dans le monde, c'est difficile de le dire dans le monde. On peut dire, oui, il est le meilleur coach peut-être de tout le temps, en parlant le comparant aux coachs qui ont été de passage côté Argentine. Jusqu'en 2021, cette génération que vous avez vue était sans titre, sans trophée en sélection, et Scaloni qui vient hériter d'une sélection d'Argentine avec des joueurs qui sont vieillissants, qui ne sont pas forcément au top de leur performance, et réaliser cet exploit-là, ce triplé, sans oublier la finaliste qu'il a remporté face à l'Italie il y a 2 ans. Voilà, 4 trophées depuis 2021, c'est énorme. Oui, on est d'accord, mais au-delà de son talent, au-delà de son niveau, de son expérience qu'il a, il faut reconnaître qu'il y a aussi la chance qui accompagne tout homme. On a connu des coachs qui en ont fait plus que ça. On a connu Zinedine Zidane qui a remporté 3 Ligues des Champions de façon consécutive. C'est un club, je parle de la sélection. Vous parlez de sélection, d'accord, mais moi je parle en termes de comparaison des coachs sur une équipe. Je suis en train de faire une comparaison d'un coach, l'influence du coach sur son équipe. Pour moi, bon, le prendre comme l'un des meilleurs coachs de tous les temps, c'est un peu difficile. Sauf que la prestation est à mettre à son actif. Il a été très bon. Il a conduit l'équipe à remporter beaucoup de trophées. On avait considéré des équipes comme le Brésil, qui était l'un des grandissimes favoris, encore une fois, pour cette compétition. Le Brésil qui a été déçu, qui a été éliminé lors des séances de tir au but. Bravo aux Argentins, bravo à Scaloni, bravo à Messi. Voilà, nous sommes pris par le temps sur cette émission. Nous allons revenir puisque j'ai plusieurs questions à vous poser. Est-ce que le débat du GOAT du football peut continuer à être mené, hein? Est-ce que avec ce sac-là, on ne dira pas que Messi est le meilleur joueur du monde? Bon, c'est pas une question. Nous allons revenir là-dessus peut-être le lundi prochain. Nous allons parler également du Ballon d'Or, puisque les favoris potentiels de ce Ballon d'Or-là ont fait piètre figure, que ce soit en Copa América, que ce soit dans l'Euro. Nous allons revenir là-dessus le lundi prochain, mais nous n'avons pas fini cette émission. Nous allons aborder la 3e et dernière rubrique. Il s'agit de Autres sports. Dans autres sports, nous allons parler tennis. Alcaraz, l'Espagnol, qui a disposé de Novak Djokovic en finale et en remportant le titre du Grand Chelem à Wimbledon en s'imposant en 3 manches, 6-2, 6-2 et 7-6. Le résumé de ce match, de cette finale avec la réalisation. Hitting low. Game, set, match. Alcaraz. Voilà, victoire de Alcaraz sur Novak Djokovic. Ça sent la fin pour Novak Djokovic. Chers téléspectateurs, c'est sur ces informations tennis que nous allons clôturer cette émission. Merci Roland Bédier d'être resté des nôtres jusqu'à la fin de cette émission. Merci Idas, merci aux amoureux du courant. Voilà, chéri Moutienwa, merci également à vous.
Merci Gildas, merci Roland et merci à toutes et à tous. Alors, merci également à vous, chers téléspectateurs, d'être restés des nôtres et félicitations aux fans de la Rora et surtout aux fans de Lionel Messi pour ce titre remporté cette nuit. Nous disons également merci à la réalisation qui nous a permis d'effectuer cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Nous nous donnons rendez-vous le lundi prochain.